à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Madame Hawa Bah. Elle est directrice participation et expression Open Society Africa. Bonsoir. Bonsoir Binta. Hawa. Alors aujourd'hui, on commémore le 23 juin 2011, 12 ans après. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste, Hawa, du 23 juin 2011? Merci Binta de m'avoir invité à ce soir d'info. Je dirais que ce qui reste du 23 juin 2011, c'est l'affirmation du peuple, que la parole du peuple vient en premier et en dernier ressort. Que le peuple est souverain en toutes circonstances et que les Sénégalais sont profondément épris de démocratie et que les Sénégalais et les Sénégalaises croient en la démocratie comme système de gouvernance, comme système politique. Et ils veulent le défendre. Ils veulent défendre ce système-là. Absolument. Alors, en 2011, c'était contre l'initiative du président Abdoulaye Wade, le président d'alors, sur le ticket présidentiel. En 2021 ou 2023, on est en train de faire rebolote avec le F24. Est-ce que c'est les mêmes combats? On peut dire que dans le fond, c'est le même combat. Oui. Que si vous vous rappelez, en 2011, c'était le ticket, la réforme que le président Abdoulaye Wade et son camp voulaient faire passer, notamment en instituant le ticket présidentiel, vice-président et vice-président, avec les citoyens qui soupçonnaient que c'était une tentative de monarchisation du pouvoir et que le président Abdoulaye Wade voulait positionner Karim comme vice-président. Et aussi le quart bloquant qui permettait à un candidat à l'élection présidentielle avec un quart des voix d'être automatiquement à élu. 25%. À 25%, voilà. Et en toile de fond, c'était la question de la troisième candidature ou du troisième mandat. Et à l'époque déjà, le prince, en fait, comme je le disais, la principale question, c'est que est-ce que le président Abdoulaye Wade avait droit à se représenter une troisième fois ou non. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce même problème, à savoir la question de la troisième candidature du président Macky Sall. Donc, pour dire que c'est l'histoire qui se répète, avec bien entendu des acteurs différents sur un certain plan, mais le président Macky Sall était au premier plan. Les acteurs à l'époque qui étaient contre la troisième candidature. Donc l'histoire se répète malheureusement avec les mêmes hommes qui occupent différentes positions et qui maintenant sont dans différentes postures. Est-ce que vous pensez que Macky Sall, qui était quand même au premier rang le 23 juin 2011, va quand même torpiller l'histoire, notre démocratie? Nous espérons qu'il ne le fera pas. Je pense que c'est une forte attente de la population vis-à-vis aujourd'hui du président Macky Sall. C'est pour ça que les citoyens aiment toujours lui rappeler qu'il était l'un des principaux combattants de la limitation des mandats en 2011 et qu'il en avait fait pour sa campagne électorale, il en avait fait un de ses slogans de campagne et que même après son élection présidentielle pour le référendum de 2016, c'était aussi la principale question qui était la principale question dans la campagne du président pour faire voter ce référendum-là. Et que même pour revenir un peu en arrière, c'est qu'en 2012, lorsque le président Macky Sall a été élu, la demande qu'il y avait sociale vis-à-vis de ce nouveau président, de ce nouveau régime, c'était d'apporter des réformes très fortes, de consolider la démocratie du Sénégal en adoptant des réformes très fortes. Des réformes qui vont dans le sens de consolider notre démocratie, de renforcer les institutions de la démocratie pour que quelle que soit la personne qui est à la tête de l'État sénégalais, ces institutions-là résistent à la capture, ces institutions-là représentent la volonté des citoyens et que ces institutions de la démocratie-là consacrent les idéaux fondamentaux qui sont au cœur de la démocratie, à savoir la souveraineté du peuple, à savoir la consécration des droits et des libertés, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et
on peut rajouter que la démocratie profite sur le plan économique aux citoyens. C'est-à-dire qu'on dit que la démocratie ne se mange pas, mais que les dividendes de la démocratie, que la pratique démocratique permet de lutter contre les inégalités, permet l'octroi d'une égalité de chances en matière d'accès aux postes, en matière d'accès aux ressources, que nos ressources soient bien gérées et que le pouvoir ne soit pas un symbole d'enrichissement pour les hommes ou les femmes qui occupent ces positions de pouvoir-là. Soit que, mais on n'a pas l'impression que c'est le cas, c'est ce que nous vivons. Malheureusement, justement. On a vu ce qui se passe et avec les jeunes cahier de charge. qui s'affirment et qui déversent leur colère dans la rue. Voilà. Et ça, c'était le cahier de charge pour le président Macky Sall. On peut dire que pendant les premières années de son magistère, il est venu avec des idées très fortes, gestion sobre et vertueuse, gestion intègre, le parti avant la patrie, mais aussi il a posé quand même certains actes. Par exemple, la loi qui a institué la mise en place de l'OFNAC, la réactivation de la CREI, et l'institution de la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, qui dès septembre 2012, c'est un des actes majeurs que le président de la République avait posé. La CNRI avait en charge de réfléchir sur les réformes dont je parlais. Quelles sont les aspirations des citoyens? Parce que la CNRI avait mis en place deux moyens de recueil. De contribution sur quel type de réforme, quel type d'État on veut, quel type de contrat social entre l'État et les citoyens on voulait avoir. Des consultations citoyennes, ils avaient mené de vastes consultations citoyennes. Si vous vous rappelez, c'était présidé par le professeur Amadou Mahtar Mbow, mais vous avez aussi mis en place des équipes d'experts et qui ont travaillé pendant 1 an et qui en décembre 2013 ont remis un cahier de recommandations au président de la République avec des recommandations très fortes sur la consolidation de l'état de droit, sur l'indépendance de la justice, sur la gestion des deniers publics, sur la décentralisation, sur un paquet de réformes. Et même avec un projet de constitution. Absolument. Et même avec un projet Avant ça, il y avait les assises nationales. Exactement. Et avant ça, il y avait les assises nationales. Donc, ce qui veut dire que le président Macky Sall avait tout un matériau sur lequel il pouvait marquer l'histoire. Et malheureusement, il a été rattrapé par peut-être la réalité de la gestion des pouvoirs avec le parti qui prend le dessus. Et à partir je pense, des 2-3 premières années, nous nous sommes rendus compte d'un glissement qui malheureusement nous mène à l'impasse à laquelle on est aujourd'hui. Est-ce que justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir justement de cette impasse? On a vu quand même la situation politico-sociale très explosive du pays. Moi, je pense qu'il faut écouter le peuple. Il faut écouter le peuple. Vous savez, les Sénégalais ont une grande capacité d'absorption. Par moments, vous avez l'impression qu'ils dorment, qu'ils laissent faire. Quand vous travaillez sur ces questions-là, vous pouvez même être exaspéré, mais on accepte, on est très passif. Mais le réveil est toujours brutal dans le sens où il est violent. Ce que nous avons vu le 1er juin, déjà en mars 2011. Mais le 1er... En mars 2021. 2021. On a eu 14 morts. On a eu 14 morts. Mais ce qui s'est passé le 1er et le 2 juin dernier, ça va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko. Ça, c'est vrai. C'est un marqueur d'une rupture de confiance entre l'État et les citoyens. C'est le marqueur d'une demande, d'une frange importante de la société aujourd'hui, qui est la jeunesse, qui représente plus de 65% de notre population, et qui ne se reconnaît pas en les institutions, qui ne se reconnaît pas en les hommes et les femmes qui sont censés pourvoir à leurs besoins. N'oubliez pas que nous sortons de la Covid, qui a fortement affecté nos économies. N'oubliez pas que nous avons un taux de chômage très très fort. N'oubliez pas que nos universités sont traversées perpétuellement par des crises. Il y a des universités aujourd'hui où on ne reconnaît plus l'année pédagogique, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine. Donc, vous avez tout un magma
d'insatisfaction cristallisée autour de ce que l'on appelle un système. Un système qui est en déphasage avec les aspirations économiques, avec les aspirations sociales, mais aussi, comme je le disais tantôt, avec les aspirations démocratiques. Parce que les Sénégalais sont très jaloux de leur démocratie. Et donc, quand vous avez tout ce magma-là qui est là, il suffit d'une étincelle pour faire exploser. Mais justement, est-ce que le fil de dialogue entre le président Macky Sall et son peuple, en particulier à sa jeunesse, n'est pas définitivement rompu avec ce que nous avons vécu depuis 2021? Nous pouvons dire que c'est rompu. Est-ce qu'il peut reprendre? Nous pouvons dire que est-ce que ces jeunes vont l'écouter? Je ne suis pas sûre, parce que je pense que malheureusement le président Macky Sall n'a pas jusqu'à présent, à mon avis, su écouter la jeunesse. Si vous regardez la façon dont le dialogue national, au départ c'était un dialogue national avec des commissions, donc un dialogue politique dans le dialogue national, les questions de fond sont éludées. On ne parle même pas des questions de fond. La jeunesse aujourd'hui, ou la majorité de la population, a l'impression que ce dialogue-là, c'est juste un prétexte pour faire des deals politiques, et que ce dialogue-là, au lieu d'aborder les questions de fond, il est encore une fois sur la surface. Il nous cantonne sur les modalités d'acquisition du pouvoir, de garder le pouvoir, de faire participer, ou bien de faire participer ceux qui ont été évincés. Exactement. Alors que les questions de fond, les questions fondamentales aujourd'hui, c'est comment rebâtir un État fort, parce que l'État est affaibli. Comment rebâtir un État fort et comment ouvrir l'espace pour que ces voix-là que l'on n'entend pas, qui ne se sentent pas être représentées, qui ne sentent pas qui ne sentent pas raisonner sa volonté, ses aspirations, pour que ces jeunes-là puissent occuper cet espace-là et être partie prenante de ces conversations. Le dialogue, dès le départ, dès que le dialogue a été mis en place avec les personnes qui ont... La première des choses que l'on se dit, mais où sont les jeunes? Et les femmes. Où sont les femmes? Hein? Et donc, quelle légitimité ces personnes-là ont? Est-ce que ces personnes-là qui sont mises dans un conclave, qui ont décidé au bout de 15... Est-ce que ça engage 17 millions de Sénégalais? Qui les a mandatés? Et quelle est la légitimité populaire qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Un dialogue beaucoup plus sincère, beaucoup plus ouvert, qui font pas un dialogue où participera pratiquement tout le monde. Moi, je pense que là, les acteurs sont tellement crispés et tellement focalisés autour de l'échéance électorale à venir. J'ai l'impression qu'en partant le dialogue, on a presque raté le coach. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, le plus grand service qu'il peut se rendre à lui-même, et qui peut rendre à l'État sénégalais, au peuple sénégalais, qui peut rendre à la démocratie et à l'aspiration de ce grand peuple, c'est de créer les bases d'une participation inclusive, d'un processus électoral inclusif, ouvert, de laisser au peuple sa souveraineté, de laisser au peuple sa décision, parce que la décision revenait au peuple, et de montrer et de contribuer à restaurer la confiance autour de nos institutions. Une démocratie comme le Sénégal n'a pas le droit d'avoir une constitution qui est sujette à des interprétations, ou bien des dispositions de la Constitution qui restent floues. Ce n'est pas du niveau de l'aspiration de la démocratique pour un pays qui a exactement. Et le Sénégal est regardé par les pays de la sous-région. Le Sénégal est regardé par d'autres pays sur le continent, mais le Sénégal est regardé aussi par des pays de par le monde. Là, quand aujourd'hui, dans le monde, si vous regardez le monde, il y a une crise de la démocratie. La régression démocratique dont on parle, c'est pas seulement le fait du Sénégal, de l'Afrique, c'est partout. Et on sait que, par exemple, l'avènement de Trump y a joué un très grand rôle. Et on a besoin de par le monde des pays et des leaders politiques qui s'affirment comme des leaders, comme des défenseurs de la démocratie et comme des exemples de par le monde. Donc il ne faut pas qu'on rabaisse l'Afrique, il ne faut pas qu'on rabaisse nos pays et qu'on perde
l'occasion de jouer ce rôle de leadership-là. Et je pense que si pour grandir, sortir de manière, par la grande porte, par l'histoire, comme on dit, marquer l'histoire, comment dire, c'est ce cadeau-là que le président Macky Sall doit offrir au peuple sénégalais et au monde entier, en disant qu'il n'est pas candidat pour une troisième candidature. Mais sauf que le sujet était à l'ordre du jour du dialogue national, mais ils ont décidé ou bien ont choisi de filer la patate, je dirais pas chaude, parce que je ne sais pas si elle est chaude ou pas, au Conseil constitutionnel. Et c'est une fuite en avant. Oui. Parce que, comme je le disais tantôt, nous ne devions pas être là à interpréter. Ou à soumettre encore à l'interprétation si les articles sont très très clairs. L'article 27 de la Constitution est très clair. Et rappeler, en fait, je pense que c'est important de rappeler que la question de la limitation des mandats est réglée par la Constitution de 2001. Oui. Absolument. Les réformes de 2016, c'était juste pour davantage verrouiller. Oui. C'était d'abord pour consacrer la diminution de la durée du mandat de 7 à 5 ans, et puis après juste vérifier. Donc c'était même pas une question elle se posait même pas. Donc c'était déjà consacré par la Constitution de 2001. Vous regardez des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, tout autour de nous. On ne se pose même pas des questions comme ça. Deux mandats et puis c'est fini. Il n'y a pas de place pour des supputations, pour des interprétations. Et donc je pense que ici l'article 27 est sujet à des interprétations. Les juristes ne sont pas d'accord. Ils disent que non, il n'y a pas la transition, l'aspect transitoire. Aujourd'hui, beaucoup de juristes pensent qu'il en a droit, d'autres disent le contraire. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus sage quand même d'attendre la décision du Conseil constitutionnel? Mais sauf que quand vous attendez la décision du Conseil constitutionnel, ça veut dire que vous actez déjà la possibilité du candidat sortant ou du président sortant de pouvoir poser le premier acte de candidature. Ce que recuse déjà bon nombre de Sénégalais. Surtout que lui-même, d'autres, je pense que ce n'était pas la peine d'y revenir, avait clairement affirmé et dit que le mandat, la limitation de mandat consacré et tout et tout. Et donc, revenir maintenant pour nous dire il faut attendre l'interprétation du Conseil constitutionnel, c'est déjà créer le flou, créer le doute et créer les conditions d'une interprétation. Et l'autre, c'est que les Sénégalais n'ont pas confiance. Comme je disais, il y a une rupture, il y a une crise de confiance entre les Sénégalais et les institutions. Le Conseil constitutionnel est au premier chef. Les Sénégalais n'ont pas confiance. Le Conseil constitutionnel a toujours tranché en la faveur. En 2011, ils avaient tranché en la faveur du président Abdoulaye Wade. Et donc, les gens se disent que s'il insiste tant, sanctionné déjà. Exactement, que s'il insiste tant pour soumettre la question de du troisième mandat au Conseil constitutionnel, c'est parce que déjà, il est assurer que le Conseil constitutionnel va dire oui. Et donc, le problème reste entier. Alors, le M23, pour terminer quand même, c'était le peuple qui était sorti de façon spontanée, tout le monde le sait. Aujourd'hui, est-ce que le F24 peut dire pratiquement non ou catégoriquement non au président par rapport à ce troisième mandat? Le F24 dit non au troisième mandat. Est-ce qu'il a les capacités? Maintenant, le F24, c'est une formation nouvelle. Et il a la capacité, de par le nombre, parce que c'est quand même plus de 200 organisations aujourd'hui qui forment le F24, contrairement au M23 qui, en termes de nombre. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité de mobiliser et d'imposer un rapport de force? C'est là où c'est ce test-là qu'on attend du F24. On attend que le F24 pose des actes forts. Les F24 opère dans un contexte beaucoup plus difficile que le M23, il faut le reconnaître, surtout après ce qui s'est passé le 1er et le 2 juin, avec les violences d'un niveau jamais atteint, avec et l'apparition des nervis, les tueries qui ont eu lieu, et tout. Donc le contexte est beaucoup plus difficile. Le 23, je pense que joue sur la marge de ne pas susciter, de ne pas mettre en péril, de ne pas mettre en danger les citoyens. Donc, mais
il faut lui accorder le bénéfice du doute. Mais est-ce que la restauration de la paix sera facile dans ce contexte où quand même le jeu n'est pas très ouvert pour tout le monde? Vous savez, dès que le dialogue national a été annoncé, ou dialogue politique, les citoyens ont tout de suite vu qu'un deal se préparait entre politiques. Et quand dans ce dialogue-là, vous n'avez pas, bien entendu, cette opposition-là radicale, a choisi de ne pas y aller, vous avez dans ce dialogue des parties prenantes majeures dans ce dialogue-là qui sont hors de ce dialogue. Et vous sortez de ce dialogue avec ce qui semble être potentiellement exclure aujourd'hui cette opposition radicale et qui semble avoir un grand écho au problème. Vous ne créez pas des conditions d'une paix sociale. Et si les citoyens étaient déjà sceptiques et attendaient de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et si le rapport qu'on a vu là, ça va pas. Vous savez, les jeunes là qui sont dans la rue, qui sont là, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Est-ce que le président Ousmane Sonko va participer aux élections? Est-ce que la question de la troisième candidature est évacuée? Ce sont ces deux questions centrales. Binta, si on veut être, ce sont ces deux questions centrales-là. Et tant qu'elles ne sont pas résolues, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et on pense que le président va apporter des solutions à tout ça. Espérons. Je pense que tout le monde est suspendu à son discours du 25 juin. Et espérons que la sagesse va prévaloir. Merci beaucoup, Hawaba. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes la directrice participation et expression à Open Society Africa. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end à tous et à toutes.